L'année 451 marque un tournant décisif dans l'histoire de l'Europe. Depuis 4 ans déjà, une terreur venue de l'Est balait tout sur son passage. Attila, roi des Huns, a bâti l'empire le plus vaste et le plus redoutable que l'Occident ait jamais connu. De la mer Baltique au Danube, de l'Ukraine aux plaines de Hongrie, les cavaliers huns dictent leurs lois. Les peuples germaniques fuient devant eux, les empereurs leur versent tribut, et les chroniqueurs les surnomment déjà le fléau de Dieu. Le printemps 451 s'annonce comme l'apocalypse de la civilisation romaine. Attila traverse le Rhin avec une armée d'une ampleur inouïe. Les sources parlent de 500 000 hommes. Un chiffre peut être exagéré, mais qui témoigne de l'effroi suscité par cette invasion. Ce n'est plus un raid de pillage, c'est une guerre de conquête totale. Le roi des Huns a décidé de faire de la Gaule son nouveau royaume. Face à cette menace existentielle, l'Empire romain d'Occident ne dispose que de maigres ressources. Valentinien III, l'empereur de 32 ans, règne depuis Ravenne sur un territoire qui se réduit comme peau de chagrin. L'Afrique du Nord est aux mains des Vandales. L'Espagne appartient aux Wisigoths. Et même en Gaule, l'autorité romaine ne s'exerce plus que sur quelques régions. Pire encore, les légions d'autrefois n'existent pratiquement plus. Les armées romaines sont désormais composées en majorité de fédérés barbares, ces peuples germaniques installés sur le territoire impérial en échange de leurs services militaires. Pourtant, un homme va défier l'impossible. Flavius Aetius, général de 56 ans surnommé « le dernier des Romains », refuse de voir l'Europe sombrer dans les ténèbres. Cet homme extraordinaire possède un atout majeur, il connaît parfaitement son ennemi. Dans sa jeunesse, il a été otage à la cour des Huns et a grandi aux côtés d'Attila. Il sait comment pensent les cavaliers des steppes, comprend leurs tactiques et connaît leurs faiblesses. Mais Aetius fait face à un défi titanesque. Comment arrêter une armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes quand on ne dispose que de quelques dizaines de milliers de soldats? La réponse tient en un mot, alliance. Le général romain va réussir l'impensable en unissant ses anciens ennemis contre la menace commune. Wisigoths, Francs, Burgondes, Alains, tous ces peuples qui se sont battus contre Rome pendant des décennies vont soudain combattre sous ses ordres. Cette alliance paraît impossible tant les haines sont profondes. Les Wisigoths de Théodoric Ier ont saccagé Rome en 410 et occupent l'Aquitaine depuis 30 ans. Les Francs grignotent sans cesse le territoire romain le long du Rhin. Les Burgondes ont été installés de force en Savoie après avoir été écrasés par les Huns. Quant aux Alains, ces cavaliers sarmates venus des steppes russes, ils campent dans la vallée de la Loire en attendant une occasion de s'étendre. Mais Aetius possède un génie diplomatique hors du commun. Il comprend que tous ces peuples ont autant à perdre que Rome face à Attila. Si le roi des Huns triomphe en Gaule, il ne s'arrêtera pas là. Il soumettira tous les royaumes barbares d'Occident et bâtira un empire unique de l'Atlantique à l'Oural. Pour convaincre ses futurs alliés, Aetius joue sur cette terreur collective tout en promettant à chacun de préserver ses acquis territoriaux. La négociation la plus délicate concerne Théodoric Ier, le roi des Wisigoths. Ce monarque de 73 ans règne sur le peuple le plus puissant de Gaule. Ses guerriers à cheval dominent l'Aquitaine et peuvent aligner plusieurs dizaines de milliers de combattants. Sans eux, toute résistance à Attila est vouée à l'échec. Mais Théodoric hésite. Pourquoi risquer la vie de ces hommes pour sauver un empire romain qui les a si longtemps combattus? Aetius déploie alors tout son talent de persuasion. Il rappelle au roi wisigoth qu'Attila a déjà soumis leur cousin ostrogoth et en a fait ses vassaux. Il évoque la richesse de l'Aquitaine que convoitent les Huns. Il promet même que Rome reconnaîtra définitivement l'indépendance du royaume wisigoth après la victoire. Ces arguments portent leurs fruits. Théodoric accepte l'alliance et promet d'amener ses meilleurs guerriers. Pendant ce temps, Attila poursuit sa marche destructrice à travers la Gaule du Nord. Le 7 avril 451, ses hordes s'emparent de Metz après un siège sanglant. La ville est mise à sac, ses habitants massacrés ou emmenés en esclavage. Ce n'est que le début d'un déferlement de violence qui va ravager toute la Belgique romaine. Reims tombe à son tour et son évêque Nicaise est égorgé devant l'autel de sa cathédrale. Amiens, Thérouanne, Tournai subissent le même sort. La terreur précède l'armée unique. Des colonnes de réfugiés fuient vers le sud,
abandonnant leurs biens et ne sauvant que leur vie. Les routes sont encombrées de familles entières, poussant des charrettes chargées de maigres possessions. Les chroniqueurs décrivent des scènes d'apocalypse. Villages en flammes, cadavres jonchant les chemins, femmes et enfants traînés vers l'esclavage. Mais le véritable objectif d'Attila se dessine rapidement, Orléans. Cette ville fortifiée garde le passage de la Loire et constitue la porte d'entrée vers l'Aquitaine wisigothique. Si elle tombe, plus rien n'empêchera les Huns d'atteindre Toulouse, la capitale de Théodoric. L'évêque Annianus organise désespérément la défense pendant qu'Aetius rassemble ses alliés. Fin mai 451, l'armée d'Attila apparaît devant les murailles d'Orléans. La ville compte peut-être 20 000 habitants, défendue par quelques centaines de soldats alains et de miliciens. Face à eux se dresse une marée humaine venue des steppes, Huns, Ostrogoths, Gépides, Thuringiens, Rugiens, Hérules. Ces peuples aux noms étranges forment la coalition la plus terrifiante jamais vue en Occident. Attila lui-même incarne cette puissance barbare. À 47 ans, le roi des Huns est au sommet de sa gloire. Petit, trapu, le visage buriné par les campagnes, il possède un charisme fascinant qui lui vaut l'obéissance aveugle de ses guerriers. Les ambassadeurs romains qui l'ont rencontré décrivent un homme d'une intelligence redoutable, capable de parler plusieurs langues et de manipuler les rivalités entre ses ennemis. Le siège d'Orléans révèle le génie tactique d'Attila. Plutôt que d'assauter immédiatement les murailles, il installe un blocus méthodique. Ses ingénieurs construisent des tours de siège et des machines de guerre pendant que ses cavaliers coupent tous les accès à la ville. L'objectif est clair, affamer les défenseurs pour les contraindre à la reddition. Pendant 2 semaines, Orléans résiste héroïquement. L'évêque Annianus multiplie les sorties nocturnes pour harceler les assiégeants. Les femmes participent à la défense en fabriquant des flèches et en soignant les blessés. Mais les vivres s'amenuisent et la situation devient désespérée. À plusieurs reprises, des négociateurs Huns se présentent aux portes pour proposer une reddition honorable. Chaque fois, Annianus refuse, espérant l'arrivée des secours. Le 14 juin 451, ces secours apparaissent enfin à l'horizon. Aetius arrive avec l'armée de la coalition, et le spectacle est saisissant. Jamais on n'avait vu pareille diversité de peuples unis sous une même bannière. Les légionnaires romains défilent aux côtés des guerriers à cheval wisigoths. Les haches franques brillent près des lances burgondes. Les archers alains caracolent près de l'infanterie gauloise. Cette armée composite compte environ 50 000 hommes, soit 10 fois moins que les forces d'Attila selon certaines estimations. Mais le nombre n'est pas tout. Aetius a soigneusement choisi ses alliés pour leurs qualités militaires complémentaires. Les Wisigoths excellents dans la cavalerie lourde et peuvent charger en masse pour briser les lignes ennemies. Les Francs sont redoutables au corps à corps avec leurs haches de jet et leurs scramasax. Les Burgondes fournissent une infanterie solide capable de tenir le terrain. Les Alains apportent leur maîtrise de l'arc et leur tactique de cavalerie légère apprise dans les steppes. L'arrivée d'Aetius change radicalement la donne. Attila comprend immédiatement qu'il ne peut plus prendre Orléans facilement. Ses espions lui rapportent la composition de l'armée ennemie et l'inquiètent. Pour la première fois, il va affronter une coalition organisée au lieu de royaumes isolés. Le roi des Huns prend alors une décision qui révèle sa prudence stratégique. Il lève le siège et ordonne la retraite vers le nord-est. Cette retraite n'est pas une fuite. Attila cherche un terrain favorable pour livrer la bataille décisive. Il remonte vers Troie en suivant les routes romaines, poursuivi par l'armée d'Aetius, qui maintient une distance respectueuse. Le roi des Huns veut combattre en terrain ouvert où sa cavalerie pourra déployer toute sa puissance. Il refuse l'affrontement près des villes fortifiées où ses ennemis pourraient trouver refuge en cas de revers. Pendant cette marche de plusieurs jours, les deux armées se livrent à un jeu du chat et de la souris. Les éclaireurs Huns harcèlent constamment l'arrière-garde de la coalition. Des escarmouches éclatent quotidiennement entre les patrouilles adverses. Chaque camp teste les réactions de l'autre tout en cherchant l'avantage tactique. Le 19 juin au soir, les deux armées campent à quelques kilomètres l'une de l'autre dans la région de Troie. Attila a trouvé ce qu'il cherchait. Une vaste plaine appelée les Champs Cataloniques ou Campus Mauriacus selon d'autres sources. Ce terrain légèrement vallonné s'étend sur des dizaines de kilomètres entre Troie et Châlons en Champagne. Au centre se dresse une colline qui domine l'ensemble du champ de bataille et constituera l'enjeu principal du combat.
Cette nuit du 19 au 20 juin 451 sera la dernière avant l'affrontement. Dans les deux camps, l'atmosphère est tendue. Les guerriers vérifient leurs armes et leurs équipements. Les chefs distribuent leurs dernières instructions. Les prêtres et les chamans invoquent la protection divine. Chacun sait que l'aube apportera l'un des combats les plus décisifs de l'histoire. L'aube du 20 juin 451 se lève dans un ciel d'été légèrement brumeux. Sur les champs cataloniques, deux mondes vont s'affronter pour déterminer l'avenir de l'Europe. D'un côté, Attila commande la plus formidable machine de guerre que les steppes aient jamais produite. De l'autre, Aetius dirige une coalition fragile unie par la seule nécessité de survivre. Les préparatifs du matin révèlent l'ampleur exceptionnelle de cette confrontation. Jamais autant de peuples différents ne se sont trouvés rassemblés sur un même champ de bataille. L'armée d'Attila aligne Huns, Ostrogoths, Gépides, Rugiens, Thuringiens, Hérules et bien d'autres tribus. Face à eux, la coalition d'Aetius réunit Romains, Wisigoths, Francs, Burgondes, Alains, Saxons et Armoricains. Au total, près de 200 000 hommes vont s'entretuer sur cette plaine de Champagne. Attila dispose ses forces selon un plan mûrement réfléchi. Au centre, il place ses Huns les plus fidèles sous son commandement direct. Ses cavaliers d'élite manient l'arc composite avec une précision redoutable et peuvent harceler l'ennemi tout en évitant le contact. À sa droite, les Ostrogoths du roi Valamir forment une masse de cavalerie lourde, capable de charger pour percer les lignes adverses. À sa gauche, les Gépides et autres peuples germaniques fournissent une infanterie nombreuse et aguerrie. Cette disposition révèle la stratégie d'Attila. Il compte sur la mobilité de ses Huns pour désorganiser l'ennemi par des volées de flèches, puis lancer ses Ostrogoths dans une charge décisive pendant que son aile gauche fixe les troupes adverses. C'est la tactique qui lui a valu tant de victoires dans les Balkans et en Europe centrale. Aetius répond par un déploiement tout aussi réfléchi. Au centre, il confie le commandement au roi Alain Sangiban, dont les cavaliers connaissent les méthodes de combat des steppes. Cette position centrale leur permettra de contrer les charges uniques, tout en servant de pivot à l'ensemble du dispositif. À droite, Théodoric Ier place ses Wisigoths en ordre de bataille. Ces guerriers germaniques forment l'épine dorsale de la coalition avec leur cavalerie lourde et leur infanterie d'élite. À gauche, Aetius lui-même commande l'aile romaine composée de légionnaires, de fédérés francs et burgondes, d'archers auxiliaires. Ce déploiement témoigne du génie tactique d'Aetius. En plaçant les Alains au centre, il oppose des cavaliers des steppes aux Huns d'Attila. Les Wisigoths à droite feront face aux Ostrogoths dans un duel entre frères ennemis. Quant à son aile gauche, elle devra contenir l'infanterie gépide tout en gardant la possibilité de manœuvrer. Vers 10 heures du matin, les deux armées achèvent leur déploiement. Entre elles s'étend un espace de quelques centaines de mètres parsemé de petites collines. Au centre du dispositif se dresse la fameuse butte qui va cristalliser les premiers combats. Cette éminence d'une trentaine de mètres de haut offre un point de vue exceptionnel sur l'ensemble du champ de bataille. Qui la contrôlera pourra diriger efficacement ses troupes et observer les mouvements ennemis. Attila comprend immédiatement l'importance de cette position. Il lance ses meilleurs cavaliers uns à l'assaut de la colline pendant qu'Aetius ordonne à ses Francs de s'en emparer. La première phase de la bataille se joue donc sur cette butte disputée avec acharnement. Les Francs, menés par leur chef Mérové, gravissent les pentes en formant le mur de boucliers typique de l'infanterie germanique. Les Huns contre-attaquent par vagues successives, criblant de flèches les rangs francs avant de se replier pour éviter le corps à corps. Ce premier affrontement dure près d'1 heure et tourne à l'avantage de la coalition. Les Francs parviennent à s'installer solidement au sommet de la colline, malgré les charges répétées des cavaliers Huns. Leur discipline et leur courage impressionnent les observateurs des deux camps. Mérové fait déployer des archers gaulois qui commencent à infliger des pertes aux assaillants. Vers midi, Attila renonce à reprendre la position et ordonne le début de l'attaque générale. Le signal est donné par les cornes de guerre uniques dont le son terrifiant résonne à travers la plaine. Simultanément, les 3 corps d'armée d'Attila se mettent en mouvement. Au centre, les cavaliers Huns s'élancent en nuages de flèches vers les lignes allennes. À droite, la cavalerie ostrogoth charge en masse contre les Wisigoths. À gauche, l'infanterie gépide progresse méthodiquement vers l'aile d'Aetius. Le choc est d'une violence inouïe. Les chroniqueurs décrivent un fracas d'armes qui s'entend à des kilomètres.
Les cris de guerre de dizaines de peuples se mélangent dans un vacarme assourdissant. La poussière soulevée par les chevaux et les hommes forme bientôt un nuage qui obscurcit le soleil. Dans cette confusion, seuls les chefs expérimentés parviennent à maintenir un semblant d'ordre dans leurs rangs. Au centre, le duel entre Huns et Alain révèle toute sa complexité. Sangiban a disposé ses cavaliers en ligne profonde pour absorber l'impact de la charge unique. Quand les archers d'Attila arrivent à portée, ils décochent leurs flèches avec une précision redoutable. Mais les Alains ripostent avec leurs propres arcs avant de contrecharger lance en avant. S'ensuit un combat confus fait de charges et de contre-charges où aucun camp ne parvient à prendre l'avantage décisif. Sur l'aile droite, l'affrontement entre Wisigoths et Ostrogoths prend une dimension épique. Ces deux peuples frères se sont séparés lors des invasions du IVe siècle. Les uns ont fondé un royaume en Aquitaine sous protection romaine. Les autres ont été soumis par Attila et combattent désormais sous ses ordres. Cette bataille représente donc une guerre civile gothique autant qu'un conflit international. Théodoric Ier, le vieux roi wisigoth de 73 ans, mène personnellement ses guerriers à la charge. Malgré son âge, il monte encore parfaitement à cheval et manie l'épée avec l'habileté d'un jeune homme. Sa présence galvanise ses troupes qui se lancent contre les Ostrogoths avec une fureur décuplée. Mais Valamir, le roi ostrogoth, n'est pas en reste. Ses cavaliers cuirassés forment une masse compacte qui enfonce plusieurs fois les lignes wisigothiques. Pendant 3 heures, la bataille fait rage sans qu'aucun camp ne puisse l'emporter. Les pertes s'accumulent de part et d'autre. Les chevaux épuisés ralentissent en décharge. Les guerriers à pied progressent lentement dans un terrain rendu boueux par le sang. Vers 15 heures, les deux armées marquent une pause tacite pour permettre aux combattants de reprendre leur souffle. C'est alors qu'intervient l'épisode le plus dramatique de la journée. Théodoric Ier, qui rallie ses hommes après une charge particulièrement violente, reçoit une lance ostrogoth en pleine poitrine. Le vieux roi s'effondre de son cheval sous les yeux horrifiés de ses guerriers. Sa mort provoque un moment de flottement dans les rangs wisigoths. Certains soldats se replient en désordre, tandis que d'autres se jettent sur l'ennemi dans un élan de vengeance aveugle. Mais les fils de Théodoric, Thorismond et Théodoric II reprennent immédiatement la situation en main. Ces princes expérimentés transforment la colère de leurs hommes en force de combat. « Vengeons notre père !» criant-ils en se lançant dans une contre-charge furieuse. Les Wisigoths, galvanisés par la mort de leur roi, bousculent soudain les lignes ostrogothiques et les repoussent sur plusieurs centaines de mètres. Cette percée wisigothique met en danger l'aile droite d'Attila. Valamir tente désespérément de reformer ses lignes, mais ses cavaliers sont démoralisés par la violence de l'attaque adverse. Certains commencent même à fuir vers l'arrière, entraînant dans leur sillage d'autres unités uniques. Pour la première fois de la journée, l'armée d'Attila vacille. Le roi des Huns comprend immédiatement le danger. Si son aile droite s'effondre, toute sa ligne risque d'être prise en enfilade par les Wisigoths. Il ordonne alors à ses réserves, composées de ses meilleurs cavaliers huns, de se porter au secours de Valamir. Simultanément, il lance une attaque désespérée au centre pour empêcher Aetius de soutenir l'offensive wisigothique. Cette intervention d'Attila stabilise momentanément la situation. Ses cavaliers d'élite parviennent à contenir l'avancée wisigothique, tandis que son attaque centrale oblige Sangiban à rappeler ses réserves. Mais l'initiative a changé de camp. L'armée de la coalition sent la victoire à portée de main et redouble d'efforts. Aetius ordonne une offensive générale coordonnée pour achever son adversaire. Vers 18 heures, alors que le soleil commence à décliner, la bataille atteint son paroxysme. Sur l'aile gauche, les Francs et les Burgondes d'Aetius enfoncent finalement les lignes gépides, après les avoir harcelés toute la journée. Au centre, les Alains de Sangiban repoussent les Huns vers leur position de départ. À droite, les Wisigoths de Thorismond poursuivent leur offensive malgré des pertes énormes. Attila se retrouve dans une situation critique. Son armée recule sur tous les fronts et risque l'encerclement. Ses alliés ostrogoths et gépides commencent à lâcher pied. Même ses fidèles Huns montrent des signes de fatigue après 8 heures de combat ininterrompus. Le roi des steppes doit prendre une décision rapide. Continuer le combat au risque de la destruction totale ou ordonner la retraite pour préserver ses forces. Le pragmatisme l'emporte. Vers 19 heures, Attila fait sonner la retraite générale. Ses tambours de guerre résonnent lugubrement à travers la plaine, signalant à tous ses contingents de se replier vers le camp retranché qu'il a fait établir en arrière.
Cette retraite s'effectue dans un ordre relatif grâce à la discipline des Huns, mais elle consacre la défaite du fléau de Dieu. La poursuite s'organise immédiatement dans le camp de la coalition. Aetius lance ses cavaliers les plus frais sur les traces des fuyards. Les Wisigoths de Torismond se lancent dans une charge vengeresse qui disperse les derniers carrés ostrogoths. Les Francs et les Alains convergent vers le camp d'Attila pour tenter de l'emporter d'assaut avant la nuit. Mais Attila n'a pas dit son dernier mot. Son camp, établi selon les règles de l'art militaire unique, forme un cercle de chariots et de palissades pratiquement imprenables. Ses archers, postés derrière ces défenses improvisées, accueillent les assaillants par des volées de flèches meurtrières. Plusieurs charges de la coalition se brisent sur ces défenses improvisées. La nuit qui tombe met fin au combat. Sur le champ de bataille jonché de cadavres, les deux camps font le bilan de cette journée historique. Les pertes sont considérables des deux côtés. Les chroniqueurs parlent de plusieurs dizaines de milliers de morts, peut-être 100 000 selon certaines sources. Jamais l'Occident n'avait vu pareille hécatombe. Côté coalition, la victoire a un goût amer. Théodoric Ier, le vaillant roi des Wisigoths, gît parmi les morts avec des milliers de ses guerriers. Sanguiban a perdu la moitié de ses cavaliers alains. Les Francs de Mérové ont payé un lourd tribut pour conserver la colline centrale. Seul Aetius peut se féliciter d'avoir préservé l'essentiel de ses forces romaines grâce à une tactique prudente. Dans le camp d'Attila, l'atmosphère est celle de la défaite malgré l'ordre apparent. Pour la première fois de sa carrière, le roi des Huns a été battu en bataille rangée. Ses pertes sont énormes et plusieurs de ses peuples alliés manifestent des signes de défection. Pire encore, son prestige de chef invincible vient de subir un coup terrible. Les royaumes barbares d'Europe vont désormais savoir qu'Attila peut être vaincu. La nuit du 20 au 21 juin 451 résonne encore des gémissements des blessés et du piétinement des chevaux. Dans son camp retranché, Attila fait les 100 pas entre les chariots qui forment sa dernière défense. Pour la première fois depuis qu'il règne sur les Huns, le fléau de Dieu a connu la défaite. Cette bataille, qui devait lui ouvrir les portes de l'Occident, vient de briser son rêve d'empire universel. Le roi des Huns mesure parfaitement l'ampleur du désastre. Son armée, qui comptait peut-être 200 000 hommes au début de la campagne, n'en compte plus que la moitié. Les pertes en cavaliers d'élite sont particulièrement cruelles, car ces hommes sont irremplaçables. Il faut des années pour former un archer à cheval, capable de tirer avec précision au galop. Les steppes ne pourront jamais compenser de telles pertes. Pire encore, l'aura d'invincibilité qui entourait Attila vient de se fissurer. Depuis 20 ans, sa seule réputation suffisait à faire trembler les empereurs et à mettre en fuite les armées ennemies. Les ambassadeurs qui revenaient de sa cour décrivaient un monarque terrifiant devant qui même les rois barbares se prosternaient. Cette image de puissance absolue constituait son arme principale pour maintenir l'unité de son empire composite. La défaite des champs cataloniques change tout. Désormais, les peuples soumis savent qu'Attila peut être battu. Les Ostrogoths de Valamir ont vu leurs frères Wisigoths les écraser malgré l'aide des Huns. Les Gépides ont été enfoncés par de simples Francs et Burgondes. Cette démonstration de vulnérabilité va encourager toutes les révoltes futures et compliquer considérablement la domination unique. Attila en est parfaitement conscient. Pragmatique avant tout, il comprend qu'il ne peut plus rester en Gaule sans risquer la destruction complète de ses forces. Ses espions lui rapportent que d'autres tribus germaniques se rassemblent pour rejoindre la coalition d'Aetius. L'effet boule de neige de la victoire romaine menace de lui être fatal s'il s'obstine à poursuivre la campagne. Le 21 juin au matin, après une nuit de réflexion, le roi des Huns prend la décision la plus douloureuse de sa carrière. Ordonner la retraite générale vers le Rhin. Cette décision provoque une onde de choc dans son camp. Beaucoup de ses lieutenants peinent à croire qu'Attila, l'homme qui a humilié Byzance et fait trembler Ravenne, accepte d'abandonner la Gaule après une seule bataille. Mais le génie d'Attila transparaît dans l'organisation de cette retraite. Plutôt que de fuir en désordre comme tant d'armées vaincues, il organise un repli méthodique qui préserve l'essentiel de ses forces. Ses cavaliers Huns forment l'arrière-garde et harcèlent constamment les poursuivants. Ses chariots de bagages, chargés du butin accumulé pendant la campagne, progressent sous bonne escorte. Ses alliés germaniques encadrent les colonnes de prisonniers destinées à l'esclavage. Cette retraite témoigne des qualités exceptionnelles d'Attila comme chef militaire. Malgré la défaite, il parvient à maintenir la cohésion de ses troupes et à préserver leur morale.
Ces hommes ne fuient pas en panique, mais se replient en ordre de bataille, prêts à faire face si l'ennemi attaque. Cette discipline remarquable explique pourquoi Aetius ne cherche pas à poursuivre trop activement son adversaire. Car Aetius fait preuve d'une prudence remarquable dans la victoire. Le général romain sait que son armée composite reste fragile malgré le succès. Les Wisigoths pleurent leur roi Théodoric et pourraient se retirer du conflit à tout moment. Les autres alliés barbares n'ont rejoint la coalition que par opportunisme et peuvent changer de camp si la situation évolue. Plutôt que de risquer une bataille d'usure, Aetius préfère laisser Attila partir tout en surveillant sa retraite. Cette stratégie révèle la finesse politique du dernier des Romains. Il comprend que détruire complètement l'armée d'Attila créerait un vide de pouvoir en Europe centrale dont Rome ne pourrait profiter. Les Huns, malgré leur défaite, restent un rempart contre d'autres invasions venues des steppes. Leur affaiblissement total ouvrirait la voie à de nouveaux peuples nomades encore plus dangereux. De plus, Aetius redoute secrètement que ses alliés wisigoths ne deviennent trop puissants. La mort de Théodoric arrange paradoxalement ses affaires, car elle prive les Wisigoths de leur chef le plus respecté. Ses fils Thorismond et Théodoric II vont devoir consolider leur pouvoir en Aquitaine avant de songer à de nouvelles conquêtes. Cette succession difficile garantit à Rome quelques années de répit face à la menace wisigothique. La retraite d'Attila s'étale sur plusieurs semaines. Harcelé par les éclaireurs francs et poursuivi à distance par l'armée de la coalition, le roi des Huns remonte lentement vers le Rhin. Chaque étape de ce repli lui coûte des hommes et du matériel. Ses alliés gépides et thuringiens commencent à déserter pour regagner leur territoire. Seuls les Huns proprement dits et quelques tribus fidèles accompagnent leur chef jusqu'au bout. Le passage du Rhin marque symboliquement la fin de l'aventure gauloise d'Attila. Quand ces derniers cavaliers franchissent le grand fleuve, c'est tout un rêve qui s'effondre. Le maître des steppes avait caressé l'espoir de bâtir un empire s'étendant de l'Atlantique à l'Oural. Cette ambition démesurée vient de se briser sur la résistance acharnée de peuples qu'il croyait divisés et faibles. Pourtant, Attila n'est pas homme à se résigner facilement. Dès son retour en Pannonie, il commence à préparer sa revanche. Mais cette fois, c'est vers l'Italie qu'il tourne ses regards. Si la Gaule lui a échappé, peut-être pourra-t-il s'emparer du cœur de l'Empire romain et humilier Valentinien III dans sa capitale de Ravenne. L'année 452 voit donc Attila lancer une nouvelle offensive, mais celle-ci révèle les séquelles de la défaite des champs cataloniques. L'armée unique qui envahit l'Italie du Nord ne compte plus que 60 000 hommes, soit le tiers des effectifs de l'année précédente. Les pertes en cavaliers d'élite n'ont pu être compensées et la qualité militaire des Huns s'en ressent. Néanmoins, cette campagne d'Italie connaît des succès initiaux spectaculaires. Aquilée, la grande métropole de l'Adriatique, tombe après un siège de plusieurs mois. Milan, l'ancienne capitale impériale, se rend sans combat. Pavie ouvre ses portes pour éviter le sac. En quelques mois, toute la plaine du Pô passe sous contrôle unique. Ces victoires faciles masquent pourtant la faiblesse croissante d'Attila. Ses troupes sont décimées par la peste et la famine qui ravagent l'Italie du Nord. Ses alliés ostrogoths manifestent des velléités d'indépendance depuis leur humiliation en Gaule. Surtout, l'empereur d'Orient Marcien a profité de son engagement occidental pour attaquer ses territoires danubiens. C'est dans ce contexte difficile qu'intervient l'épisode célèbre de la rencontre entre Attila et le pape Léon Ier. En juillet 452, une ambassade romaine menée par le pontife se présente au camp unique près de Mantoue. La légende veut que la seule autorité morale du pape ait suffi à convaincre Attila de renoncer à marcher sur Rome. La réalité est plus prosaïque. Attila accepte de négocier parce que sa situation militaire devient critique. Ses éclaireurs lui signalent l'approche d'une armée byzantine venue des Balkans. Ses propres forces fondent comme neige au soleil à cause des maladies. Poursuivre l'offensive vers Rome risquerait de tourner au désastre complet. Les négociations aboutissent à un compromis honorable pour les deux parties. Rome verse un tribut considérable à Attila en échange de son retrait d'Italie. Le roi des Huns peut ainsi présenter cette retraite comme une victoire diplomatique, plutôt que comme un échec militaire. Mais au fond de lui-même, il sait que son temps de gloire touche à sa fin. Le retour d'Attila en Pannonie marque le début de la fin pour l'Empire unique. Affaibli par deux campagnes coûteuses, miné par les rivalités internes, contesté par ses vassaux germaniques, le royaume des steppes vacille sur ses bases. L'année 453
voit mourir le fléau de Dieu dans des circonstances mystérieuses. Crise cardiaque lors de ses noces avec une jeune barbare ou assassinat fomenté par ses proches. Cette mort brutale provoque l'effondrement immédiat de l'Empire unique. Les fils d'Attila se disputent sa succession dans une guerre civile sanglante. Les peuples germaniques vassaux en profitent pour recouvrer leur indépendance. En quelques années, la puissance qui terrorisait l'Europe se disloque complètement. Les Huns disparaissent de l'histoire aussi brutalement qu'ils y étaient entrés. La bataille des champs cataloniques du 20 juin 451 marque un tournant majeur dans l'histoire de l'Europe. Cette victoire de la coalition romano-barbare sur Attila sauve temporairement la civilisation occidentale de la destruction. Mais ses conséquences dépassent largement le cadre militaire et bouleversent l'équilibre politique du continent pour les siècles à venir. La première conséquence immédiate concerne l'Empire romain d'Occident. Pour Valentinien III et sa cour de Ravenne, la victoire d'Aetius représente un sursis inespéré. Depuis des décennies, l'Empire se délitait sous les coups des invasions barbares. L'Afrique du Nord était perdue au profit des Vandales, l'Espagne dominée par les Wisigoths, la Gaule rongée par l'anarchie. La menace d'Attila risquait de porter le coup de grâce à cette construction millénaire. Le succès des champs cataloniques redonne un semblant de prestige à l'autorité impériale. Les populations gallo-romaines voient dans cette victoire la preuve que Rome peut encore protéger ses sujets. Les royaumes barbares comprennent qu'il faut compter avec l'Empire malgré sa faiblesse apparente. Cette renaissance du prestige romain permet à Valentinien de négocier de nouveaux traités avec ses voisins germaniques. Pourtant, ce sursis ne durera pas. L'Empire romain d'Occident porte en lui des germes de destruction que la victoire contre Attila ne peut guérir. L'économie reste désorganisée par les invasions. L'armée dépend entièrement des fédérés barbares. L'administration civile peine à contrôler les territoires officiellement romains. En réalité, la bataille de 451 ne fait que retarder l'échéance fatale. D'ailleurs, Aetius lui-même devient rapidement victime de son succès. Sa popularité croissante inquiète Valentinien III, qui redoute un coup d'état militaire. Les courtisans de Ravenne alimentent cette méfiance en présentant le général comme un nouveau César assoiffé de pouvoir. Le 21 septembre 454, soit 3 ans après sa plus grande victoire, Aetius meurt assassiné de la main même de l'empereur qu'il avait si fidèlement servi. Cette mort stupide prive l'Empire de son dernier grand chef militaire. Un chroniqueur contemporain résume parfaitement la situation en déclarant à Valentinien « Vous venez de vous couper la main droite avec la main gauche. » Effectivement, sans Aetius pour maintenir l'équilibre entre les différents peuples barbares, l'Empire sombre rapidement dans l'anarchie. Valentinien lui-même périt assassiné 6 mois plus tard, vengé par les fidèles de son général. La disparition successive d'Aetius et de Valentinien marque le début de la phase terminale pour l'Empire d'Occident. Pendant 20 ans, des empereurs fantoches se succèdent sous la tutelle de chefs barbares. Ricimer, un général d'origine germanique, devient le véritable maître de l'Italie. En 476, Odoacre dépose le dernier empereur Romulus Augustule et expédie les insignes impériaux à Constantinople. L'Empire romain d'Occident disparaît définitivement. Ironiquement, cette chute finale valide la stratégie d'Attila. Le roi des Huns avait parfaitement compris que Rome ne survivrait pas longtemps à ses contradictions internes. Sa seule erreur fut de précipiter l'échéance au lieu d'attendre patiemment l'effondrement naturel. S'il avait vécu 20 ans de plus, il aurait sans doute pu ramasser les morceaux de l'Empire sans livrer bataille. Pour les peuples barbares, la victoire de 451 a des conséquences paradoxales. D'un côté, elle consacre leur intégration définitive dans le monde romain. En combattant aux côtés d'Aetius, Wisigoths, Francs et Burgondes, prouvent qu'ils peuvent défendre la civilisation occidentale aussi bien que les Romains. Cette légitimité nouvelle facilite leur installation durable sur le territoire impérial. Mais d'un autre côté, la bataille révèle la faiblesse fondamentale de Rome et encourage les ambitions barbares. Les chefs germaniques comprennent qu'ils n'ont plus besoin de l'autorisation impériale pour étendre leur royaume. La fiction juridique du fédéralisme qui faisait d'eux des alliés de Rome se transforme progressivement en indépendance de facto. Le royaume wisigoth illustre parfaitement cette évolution. Après la mort de Théodoric Ier aux champs cataloniques, ses fils étendent considérablement leurs possessions.
Torismond s'empare de nouvelles villes en Aquitaine avant d'être assassiné par son frère Théodoric II. Ce dernier pousse jusqu'en Espagne et conquiert une grande partie de la péninsule ibérique. À la fin du Ve siècle, le royaume wisigoth s'étend de la Loire aux colonnes d'Hercule. Les Francs connaissent une ascension encore plus spectaculaire. La bataille de 451 révèle leurs qualités militaires exceptionnelles et leur permet de nouer des alliances durables avec Rome. Mérové, qui s'est illustré dans la conquête de la colline centrale, fonde une dynastie qui va dominer la Gaule pendant 3 siècles. Son petit-fils Clovis achève la conquête du territoire gallo-romain et se convertit au christianisme pour s'attirer le soutien de l'Église. Cette conversion de Clovis constitue l'une des conséquences les plus durables de la bataille de 451. En sauvant la Gaule de la domination unique, Aetius a préservé le christianisme occidental d'une possible destruction. Attila, bien que tolérant en matière religieuse, représentait un monde païen hostile aux valeurs chrétiennes. Sa victoire aurait sans doute freiné l'évangélisation de l'Europe et modifié profondément l'évolution spirituelle du continent. L'Église sort renforcée de l'épreuve de 451. Les évêques qui ont organisé la résistance dans les villes assiégées gagnent un prestige considérable. Annianus d'Orléans, Nicaise de Reims, Geneviève de Paris deviennent des figures légendaires vénérées par les populations. Cette aura nouvelle facilite l'implantation du christianisme chez les peuples barbares et accélère la christianisation de l'Europe. Sur le plan géopolitique, la défaite d'Attila modifie durablement l'équilibre des forces en Europe. La disparition de l'Empire unique crée un vide de pouvoir en Europe centrale que de nouveaux peuples vont rapidement combler. Les Avars, venus eux aussi des steppes asiatiques, s'installent en Pannonie au VIe siècle. Les Slaves profitent de la confusion pour migrer massivement vers l'ouest et occuper les Balkans. Cette redistribution ethnique dessine la carte de l'Europe médiévale. Les royaumes barbares issus de la coalition de 451, France, Espagne, Wisigothique, Bourgogne, forment l'ossature de l'Occident chrétien. L'Empire byzantin, héritier de Rome d'Orient, maintient sa domination sur les Balkans et l'Asie mineure. Entre les deux, l'Europe centrale devient un kaléidoscope de peuples slaves, avares et germaniques en perpétuel mouvement. La bataille des champs cataloniques influence également l'évolution militaire de l'Occident. L'efficacité de la coalition romano-barbare démontre l'importance de la coordination entre fantassins et cavaliers. Cette leçon inspire les tacticiens byzantins qui développent de nouvelles formations mixtes. Les royaumes barbares adoptent progressivement l'équipement lourd des cavaliers francs et wisigoths. Plus profondément, la victoire de 451 consacre l'émergence d'un nouveau modèle politique en Occident. L'Empire unitaire romain cède la place à une mosaïque de royaumes barbares aux structures plus souples. Ces nouveaux États privilégient l'efficacité militaire sur l'administration civile, la fidélité personnelle sur la légalité abstraite. Ce changement de paradigme prépare l'avènement de la société féodale. Enfin, sur le plan culturel, la bataille marque la victoire définitive du monde germano-romain sur l'univers des steppes. Les valeurs guerrières des barbares se mélangent harmonieusement avec l'héritage juridique et administratif de Rome. Cette synthèse originale donne naissance à la civilisation médiévale occidentale, caractérisée par le christianisme, la féodalité et la chevalerie. 16 siècles après les événements, la bataille des champs cataloniques continue de fasciner historiens et passionnés d'histoire. Cette journée du 20 juin 451 résonne encore dans notre mémoire collective comme l'un des moments les plus décisifs de l'histoire européenne. Mais au-delà des faits militaires, c'est tout un ensemble de mythes, de légendes et d'interprétations qui s'est cristallisé autour de cet affrontement épique. Le premier mythe concerne les effectifs engagés dans la bataille. Les chroniqueurs médiévaux, friands de chiffres spectaculaires, ont progressivement gonflé les nombres jusqu'à l'invraisemblable. Jordanès, notre principale source sur les événements, évoque 500 000 hommes dans l'armée d'Attila et 300 000 dans celle d'Aetius. Ces chiffres, repris et amplifiés par les générations suivantes, ont donné naissance à la légende d'une bataille de titans impliquant près d'1 million de combattants. La réalité historique est plus modeste, mais non moins impressionnante. Les historiens modernes estiment que l'armée d'Attila comptait probablement entre 100 000 et 200 000 hommes, celle d'Aetius entre 40 000 et 80 000. Ces effectifs restent considérables pour l'époque et font des champs cataloniques l'une des plus grandes batailles de l'Antiquité tardive.
mais il ramène l'événement à des proportions humainement compréhensibles. Le second mythe porte sur la localisation exacte du champ de bataille. Pendant des siècles, la tradition a situé l'affrontement près de Châlons en Champagne, d'où le nom de bataille de Châlons, souvent utilisé. Cette confusion vient du fait que les champs cataloniques tirent leur nom de la cité de Catalaunum, ancien nom de Châlons. Mais les recherches archéologiques modernes penchent plutôt pour une localisation près de Troyes, dans la région du campus Mauriacus mentionnée par certaines sources. Cette incertitude géographique n'enlève rien à la portée symbolique de la bataille. Que l'affrontement ait eu lieu à Châlons, à Troyes ou ailleurs dans la plaine champenoise, importe peu au final. L'essentiel est que cette région de France ait été le théâtre d'un événement qui a changé le cours de l'histoire européenne. Les monuments et plaques commémoratives qui parsèment la Champagne témoignent de cette mémoire vivace. Le troisième mythe concerne la personnalité d'Attila lui-même. Les chroniqueurs chrétiens du Moyen-Âge en ont fait le fléau de Dieu, un instrument divin chargé de punir les péchés des hommes. Cette vision apocalyptique a longtemps occulté la réalité historique d'un chef politique habile et d'un stratège remarquable. Les recherches modernes révèlent un Attila plus complexe, capable de diplomatie autant que de brutalité, soucieux de légitimer son pouvoir par des alliances matrimoniales et des traités. Inversement, la figure d'Aetius a été idéalisée par l'historiographie romantique du XIXe siècle. Napoléon III, passionné d'archéologie, a fait entreprendre des fouilles sur les prétendus lieux de la bataille pour retrouver les traces du dernier des Romains. Cette quête infructueuse témoigne de la fascination exercée par un personnage qui incarne la résistance de la civilisation face à la barbarie. En réalité, Aetius était un homme de son temps, pragmatique et opportuniste. Fils d'un père barbare, élevé comme otage chez les Huns, ami d'enfance d'Attila, il personnifie la complexité du monde du Ve siècle où les frontières entre civilisation et barbarie s'estompent. Sa grandeur réside moins dans sa pureté romaine fantasmée que dans sa capacité à transcender les antagonismes ethniques pour forger une coalition victorieuse. Le quatrième mythe porte sur les conséquences de la bataille. La tradition historiographique a longtemps présenté les champs cataloniques comme le salut de la civilisation occidentale. Cette vision manichéenne oppose un Occident chrétien et civilisé à un Orient païen et barbare. Elle néglige la complexité des alliances et des enjeux qui caractérisent cette époque de transition. La réalité est plus nuancée. La victoire de 451 ne sauve pas l'Empire romain qui s'effondre 25 ans plus tard. Elle ne stoppe pas définitivement les invasions venues des steppes, puisque les Avars reconstitueront un empire nomade en Europe centrale au VIe siècle. En revanche, elle permet l'émergence des royaumes barbares qui vont structurer l'Europe médiévale et moderne. Cette bataille marque donc moins la victoire de Rome sur les barbares que l'avènement d'un nouveau monde germano-romain. Les vainqueurs de 451 ne sont pas les légions de César, mais les guerriers francs, wisigoths et burgondes qui vont fonder nos nations européennes. Cette transformation en profondeur de l'Occident constitue l'héritage le plus durable des champs cataloniques. L'influence de cette bataille dépasse largement le cadre historique pour irriguer l'imaginaire collectif européen. Les chansons de gestes médiévales s'en inspirent pour célébrer la résistance chrétienne face aux invasions païennes. La littérature romantique y puise des figures héroïques incarnant l'esprit chevaleresque. Le cinéma contemporain perpétue cette tradition en adaptant l'épopée d'Attila et d'Aetius pour le grand écran. Cette postérité artistique révèle la puissance évocatrice d'un événement qui résume à lui seul toute une époque. La bataille des champs cataloniques symbolise la fin du monde antique et la naissance de l'Europe médiévale. Elle incarne la capacité des peuples à surmonter leurs divisions face aux dangers communs. Elle illustre la permanence des valeurs de courage et de sacrifice au service d'une cause juste. Sur le plan géopolitique, les leçons de 451 gardent une actualité troublante. L'alliance forgée par Aetius préfigure les coalitions européennes qui, de la Sainte Alliance contre Napoléon à l'OTAN contre l'URSS, ont permis à l'Occident de préserver son indépendance face aux menaces extérieures. La capacité à unir des nations différentes contre un adversaire commun reste l'un des atouts majeurs de la civilisation européenne. Enfin, cette bataille illustre le rôle décisif des individualités exceptionnelles dans l'histoire. Sans le génie diplomatique d'Aetius, jamais Wisigoths et Francs n'auraient combattu aux côtés de Rome.
Sans l'audace d'Attila, les Huns seraient restés cantonnés aux steppes orientales. Ces deux hommes, par leur antagonisme fécond, ont façonné l'avenir de l'Europe plus sûrement que bien des empereurs ou des rois. Aujourd'hui encore, la mémoire des chants cataloniques nourrit la réflexion sur l'identité européenne. Cette bataille rappelle que notre continent s'est forgé dans la synthèse entre héritage romain, germanique et chrétien. Elle nous enseigne que la diversité peut être une force quand elle se met au service d'un idéal commun. Elle nous invite à puiser dans notre histoire les ressources nécessaires pour affronter les défis du présent. Car au-delà des mythes et des légendes, la bataille du 20 juin 451 reste un exemple lumineux de ce que peuvent accomplir des hommes unis par une même volonté. En ce jour lointain de l'été champenois, Romains et barbares ont prouvé que la civilisation ne réside pas dans l'origine ethnique, mais dans les valeurs partagées. Cette leçon d'humanisme, transmise à travers les siècles, constitue peut-être l'héritage le plus précieux des chants cataloniques. 16 siècles plus tard, quand nous contemplons cette plaine de Champagne, où pousse paisiblement le blé, il faut un effort d'imagination pour se représenter le fracas de cette bataille légendaire. Pourtant, sous nos pieds repose la poussière de ces milliers de guerriers qui ont changé le cours de l'histoire. Leur sacrifice n'a pas été vain. Il nous a légué une Europe libre et diverse, héritière de Rome et des barbares, unie dans sa pluralité et forte de ses différences. Tel est le véritable miracle des chants cataloniques, avoir fait naître, du choc des armes et du sang versé, les fondements de notre civilisation commune.